demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Merci de votre confiance à la télé républicaine dans cette édition rétrospective. Vital Kamerhe est donc en train d'écourter son périple à l'est du pays. Toute sa délégation regagne la capitale en début de la semaine prochaine et ne pourra plus se rendre à Walungu et Uvira comme prévu pour des raisons de sécurité. Et la MONUSCO, pour sa part, à travers son patron, Martin Kobler, regrette le recours à la violence et condamne les événements survenus à Bukavu jeudi dernier à l'arrivée de Vital Kamerhe. Vous suivrez dans cette édition d'information Charles Bambara, directeur des informations de la MONUSCO. Et enfin, processus électoral en cours dans notre pays, l'ambassadeur de l'Union européenne promet l'appui de l'Europe au cycle électoral. La représentation de l'Union européenne en RDC envisage d'organiser des séances de travail avec le bureau de la SONI dans les jours qui viennent. Voilà pour l'essentiel de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. D'abord, dans l'actualité, le Conseil de ministres du COMESA s'est ouvert à Kinshasa. Samedi, donc, au Grand Hôtel, les participants venus de différents pays membres de cette organisation, bien sûr, 19 au total, ont donc réfléchi sur le thème « Consolider le commerce à travers les petites et moyennes entreprises à œuvrer pour atteindre l'objectif ». Vous aurez bien sûr les détails dans nos prochaines éditions d'information. Loin de perdre espoir malgré la pétition, le président de la Commission électorale nationale indépendante a échangé samedi avec les organisations des jeunes. L'abbé Apollinaire Malou a mis à profit cette occasion pour recueillir les avis et considérations de ses interlocuteurs sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. C'était à la maison des élections située à l'immeuble ex-Kinmazière dans la commune de la Gombe, rapporte Nadine Laing et Fiston Bouigny. En présence des organisations des jeunes venus de plusieurs provinces de la RDC, le président de la CENI ne rate pas sa cible. L'abbé Malou confirme la tenue des élections et sollicite leur implication en ce qui concerne la réussite du processus électoral en cours dans notre pays. L'institution qui a habilité à publier la feuille de route et le calendrier électoral, c'est la CENI. C'est elle qui décide en la matière. Ce sont ses prérogatives. Mais pour que les décisions que la CENI va prendre puissent nous aider dans le cadre de notre processus électoral, il faudrait évidemment que la CENI puisse être sûre que les uns et les autres ont pu donner leur contribution. Le représentant des structures insiste sur la contribution de chaque organisation pour permettre au pays d'avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Que vous soyez en mesure
de promouvoir dans vos milieux de vie une culture électorale exempte de toute manipulation et de toute violence, mais ayant la maîtrise des processus, des procédures qui permettent de garantir les valeurs fondatrices de l'acte de vote. Le président de la CENI ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il poursuivra ses consultations avec toutes les parties prenantes au processus pour des élections apaisées. Et toujours à propos de la CENI, la plateforme Sauvons le Congo a donc lancé au courant de la semaine dernière sa pétition dénommée Malou Malou dégage. Point de départ, le rond-point Magasin Kitambo. Les membres de cette structure entendaient récolter le plus de signatures possible pour démettre le président de la centrale électorale de la République démocratique du Congo de ses fonctions. Malheureusement, l'opération n'a pas fait long feu. Les amis des Sauvons le Congo ont donc été dispersés par la police. Une situation qui a failli tourner au vinaigre. Jemima Mogo et Blanchard Kandolo pour le reportage. Tout avait pourtant bien commencé. Dans la quiétude, les amis de Sauvons le Congo récoltaient petit à petit ici à Kitambo Magasin les signatures de leur pétition dénommée Malou Malou dégage, ayant pour objectif la démission immédiate et sans condition du président de la CENI. Puis, la situation a failli tourner au pire avec l'arrivée de la police. Bousculade, empoignade, ce sont là les moyens utilisés par cette dernière pour mettre fin à cette opération. Mais les amis de Sauvons le Congo sont bien décidés à arriver à leur fin. Malgré le processus électoral déjà en marche, Christopher Ngoyi, coordonnateur de la société civile en RDC, pense qu'il n'est pas encore trop tard pour réorganiser la machine électorale. Monsieur Malou Malou a organisé des élections en 2006. Vous savez qu'elles étaient calamiteuses. Il a été viré de là. Monsieur Ngoyi Mulunda est arrivé, il a fait encore pire. Et comment est-on revenu? C'est nous qui avons fait la pétition pour chasser Monsieur Ngoyi Mulunda. Mais il y a eu une procédure très astucieuse qui a remis Malou Malou en selle. Pour ce premier jour de l'opération, plus de 500 signatures ont déjà été récoltées. Pour cette plateforme, ceci n'est qu'un début. Envers et contre tout, elle entend aller jusqu'au bout de sa logique, la démission de l'abbé Apollinaire Malou Malou de la CENI. L'Europe, pour sa part, se dit prête à soutenir la RDC à organiser des élections crédibles et transparentes. L'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa l'a dit à la presse jeudi dernier. Michel Dumont tenait à travers ce face-à-face avec les professionnels des médias éclairer l'opinion sur les prochaines élections en Grèce et leurs conséquences sur l'Europe. C'était en sa résidence officielle à Gombe. Sylvie Ngalola pour le reportage. Devant quelques ambassadeurs européens accrédités à Kinshasa, celui de la Grèce présente clairement les priorités de la présidence de son pays qui se tiendront dans le tout prochain jour, car la Grèce a l'ambition de contribuer à l'engagement civique, la légitimité démocratique et l'approfondissement de l'Union européenne. La Grèce a vécu une grande restreinte de sa croissance. Dans les années passées, nous avons une restriction de minus 34%, une chômage de 25 par 27%, et pour la jeunesse, c'est 50%, une destruction de la base industrielle et des grands problèmes pour les plus moyens de pays. Dans tous ces niveaux, on doit prendre des mesures pour améliorer la situation. D'autre part, l'ambassadeur de l'Union européenne confirme le soutien de l'Europe au processus électoral en RDC. L'homme souhaite avoir une séance de travail avec le président de la Commission électorale nationale indépendante. Nous souhaitons évidemment pouvoir, compte tenu de l'importance que nous accordons au processus électoral, pouvoir le soutenir. Comme vous le savez, donc, il y a une mission d'observation des élections qui est venue au moment avant les élections, pendant les élections, après les élections, qui était présidée par Madame Maria Nedelcheva, qui a rendu son rapport. Cette mission reviendra d'ailleurs. Nous aurons le plaisir donc de vous rencontrer à nouveau
au mois de juin, toujours avec Madame Maria. Maintenant, elle s'appelle Gabrielle, puisqu'elle s'est mariée, mais elle sera toujours Maria pour vous. Donc, viendra pour voir comment les recommandations qu'elle a formulées ont été mises en œuvre. Le processus électoral en RDC est une préoccupation non seulement pour les Congolais, mais aussi pour toute la communauté internationale, l'Union européenne en particulier. Revenons cette fois-ci à la situation de Vital Kamerhe. Le président de l'UNC ne se rendra plus à Walungu et Uvira comme il l'avait annoncé après son meeting raté de Bukavu. La délégation regagne Kinshasa en début de la semaine, assure les confrères qui accompagnent le président de l'UNC. Les raisons sécuritaires sont avancées pour expliquer ce rendez-vous de Kamerhe avec sa base de son Kivu natal. Pendant ce temps, le bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu exige l'ouverture d'une enquête indépendante après les incidents survenus jeudi dernier à Bukavu lors du meeting raté du président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe. Et puis pour sa part, Marcelin Chisambou, gouverneur de la province du Sud Kivu, souligne qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines lors du meeting de Kamerhe. En revanche, il y aurait eu plusieurs blessés et des dégâts matériels importants, notamment le siège de sa formation politique, le PPRD, qui a été saccagé littéralement. L'autorité provinciale a saisi cette opportunité pour interpeller les acteurs politiques de sa province au respect des principes et des valeurs démocratiques. Marcelin Chisambou était donc joint au téléphone par votre rédaction. Je viens de l'hôpital et on a visité 3 hôpitaux. L'hôpital de la police, où j'ai 19 blessés hospitalisés et 6 blessés en ambulatoire. Je viens de l'hôpital général, 12 blessés, dont 2 mineurs, 16 et 17 ans, et 12 sorties qui reviennent en ambulatoire. Hôpital Selpa, 2 blessés, dont un enfant de 13 ans et une dame de 45 ans. Hôpital de Panzi, 3 blessés. Dans les 3 blessés, il y en a un qui va continuer en ambulatoire, qui est déjà sorti donc. Voilà la vérité. Le reste, si les gens veulent jouer au massacre de Lubumbashi avec des milliers de massacrés, nous souhaiterions qu'avant que la tête dirigeante de l'UNC quitte Bukavu, qu'il nous présente le cadavre de son mort. On ne peut pas jouer avec la vie des gens en allant jusqu'à mentir sur les morts supposés. La police de Bukavu avait été interdite de porter les armes létales. Ils avaient ce qu'on appelle les armes non létales, les gaz lacrymogènes seulement. Ils n'avaient même pas, les policiers n'avaient même pas les balles en caoutchouc. Par contre, la garde rapprochée du président de l'UNC, laquelle garde il a prise à Kinshasa, avec l'autorisation du colonel Kassongo qui a signé l'ordre de démission officielle des 12 gardes du corps qui l'accompagnaient. Par contre, cette garde-là était armée de pistolets avec armes réelles. Et on a interpellé 2 de ces policiers qui avaient même tiré. Ils tiraient en l'air pour disperser la police, pour disperser plutôt les foules. Et c'est encore nos policiers qui ont dit à ces messieurs, vous ne pouvez pas tirer. C'est ça la vérité. Bilan contre bilan, les escarmouches de Bukavu ont fait 40 blessés. Selon le décompte de la MONUSCO, le porte-parole de la MONUSCO exhorte les acteurs politiques congolais et les institutions publiques au respect des droits et libertés des citoyens. Charles-Antoine Bambara a été interrogé à ce propos par Mariam Boya et Dieu merci ce cas. Nous avons demandé à nos équipes sur le terrain à Bukavu de se rendre sur place dans les hôpitaux pour voir d'eux-mêmes et se faire une idée exacte de quelle est la situation après ces événements dramatiques donc de jeudi dernier à Bukavu. Et on a pu décompter une quarantaine de blessés de tous ordres, que ce soit des populations civiles qui n'étaient pas partie prenante de la manifestation, que ce soit des militants des différents partis politiques, que ce soit même des policiers. Et il a rappelé en fait quelques points essentiels. Il a rappelé en effet que la préservation de la paix
et de la sécurité, ainsi que d'ailleurs le respect des droits de l'homme était le devoir de tout un chacun. Le devoir des autorités politiques, je dis bien des autorités politiques dans leur ensemble, qu'ils soient des partis d'opposition ou de la mouvance présidentielle, c'est leur devoir à eux, aussi de la population tout court, car la population elle-même doit veiller à ça. C'est vrai qu'il y a les libertés individuelles et collectives, garanties d'ailleurs par la Constitution. Mais au-delà de ça, il faut que chacun s'en tienne, en tout cas au respect de ce que est prescrit dans cette Constitution. Parlons cette fois-ci économie. Les résultats partiels des consultations au titre de l'article 4 des statuts du FMI ont été rendus publics vendredi dernier. La mission du Fonds monétaire international et le gouvernement congolais regardent désormais vers la même direction en ce qui concerne l'année 2014 sur l'économie congolaise. Des progrès énormes ont été réalisés, à en croire Norbert Thor, chef de la mission. Le ministre délégué aux Finances qui a co-animé le point de presse a donc signifié que le gouvernement ne se contente pas de ce satisfait des réformes de la deuxième génération et la relance des réformes prioritaires devront faire l'essentiel de la démarche du gouvernement. Reportage. La restitution se fait dans une ambiance bon enfant, ce qui traduit peut-être la reprise de la coopération entre la RDC et le Fonds monétaire international qui annonce qu'ils vont continuer les discussions. Les consultations au titre de l'article 4 des statuts du FMI ont tablé sur les thématiques fournies et détaillées sur des questions de stabilité du cadre macroéconomique, l'amélioration de la transparence dans la gestion des ressources naturelles, les défis de la mobilisation des recettes fiscales et d'autres. En ce qui est des ressources naturelles, le FMI et le gouvernement reconnaissent que les actifs ont été vendus à l'aveuglette. Il faut un coup de balai pour recadrer la situation. Et dans un cadre justement de bonne gouvernance, tout est transparent. Et rien ne se fait à la sauvette. Et c'est ça qui permet au pays de maximiser ce qu'il tire des ressources. Mais si on s'adonne à du gré à gré très souvent, en ce moment-là, c'est le pays qui est lésé et d'autres personnes qui s'enrichissent. Et je pense qu'au cours des derniers mois, les consultations avec la société civile, avec le secteur minier, avec nos partenaires, ces consultations ont eu lieu et il y a eu un jeu d'aller et de retour du projet. Mais je pense que dans les mois qui viennent, le processus de révision du code minier va aboutir et nous espérons que le code minier révisé sera la base pour une mobilisation, une contribution plus accrue du secteur des mines, notamment aux recettes de l'État. L'institution financière internationale félicite le gouvernement pour ses efforts de stabilisation du cadre macroéconomique. Le FMI exhorte Kinshasa à ne pas dormir sur des lauriers, mais à bosser dur pour consolider les acquis. Le secteur agricole, avec la création des parcs agricoles, sera la priorité des priorités. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, il faut noter que l'internationalisation du plan intérimaire pour l'éducation est au centre d'un atelier de 3 jours, un atelier qui a été clôturé au courant de la semaine dernière à Kinshasa. Il était donc question, bien sûr, à la fin de ces travaux, d'obtenir l'implication des autorités scolaires dans l'exécution du PIE, tant au niveau national que provincial et surtout sur l'ensemble de 30 provinces éducationnelles que compte le pays. Les travaux se tenaient bien sûr au centre de recherche des enseignants de Kinshasa, Rose Awazi et Fiston Bouigny. Les participants à ces assises réfléchissent sur les possibilités des mises en place effectives du comité de pilotage du plan intérimaire de l'éducation. Ces plans font partie des projets planifiés par le ministère de l'EPSP pour le redressement du niveau de l'éducation en République démocratique du Congo. Prenant la parole à l'ouverture, Makar Mangou n'a pas manqué d'exhorter les participants à des discussions fructueuses qui aboutiront à des recommandations susceptibles. Ils pourront réussir cette importante mission avec la pleine collaboration des autorités politico-administratives, provinciales et des cadres de terrain. Nous appelons donc à la disponibilité et au patriotisme de tous, car, il faut le rappeler, la mise en œuvre de ces vastes programmes repose essentiellement sur leurs épaules. Cela a été dit et répété plusieurs fois,
soit au cours des missions effectuées par les cadres d'administration de la cellule d'appui technique. Présent à ces assises, Barbara Benten, représentant de l'UNICEF en RDC, promet au nom de tous les partenaires œuvrant dans les secteurs de l'éducation à soutenir le gouvernement jusqu'à ce qu'il atteigne les objectifs du millénaire pour le développement dans les domaines de l'éducation. Cette journée marque une étape décisive dans le processus d'appropriation du plan par l'ensemble des parties prenantes du secteur de l'éducation. Au niveau national, les efforts dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel ont conduit à la validation du document de stratégie pour 2010-2016 en mars 2010, à son plan d'opérationnalisation, le plan intérimaire de l'éducation pour 2012-2014, ainsi qu'à l'endossement de ce dernier comme base d'opérationnalisation par les partenaires techniques et financiers en juillet 2012. À court terme, ces plans devraient permettre la réalisation de la construction et de la reconstruction d'au moins 1000 écoles primaires sur l'ensemble du territoire national avant la fin du mois de juin 2014. Un ambitieux programme difficile mais pas impossible à réaliser. Impayés depuis des mois, les agents et cadres de la SCPT ont donc organisé au courant de la semaine dernière un sit-in devant le cabinet du ministère des Postes, de Téléphonie et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Et ils revendiquaient bien sûr leur salaire et d'autres avantages liés à leur service de routine. Ils menacent bien sûr de mener des actions d'envergure pour pousser le gouvernement à trouver des solutions à leur situation. Thierry Kassongo Moyumba et Blanchard Candolo pour le reportage. Ces manifestants qui scandent des chansons hostiles au pouvoir public exigent au ministre de PTNTIC de libérer sans condition leurs droits légitimes liés à leur prestation de service. Qu'à dater de ce jour, les travailleurs de la SCPT entreprennent les actions de masse, notamment les sit-ins, des marches de protestation ainsi que des arrêts de travail pour revendiquer l'annulation du compte séquestre sur la vente des capacités de la fibre optique et la libération dans l'immédiat de la quotité revenue au salaire ainsi que la part revenue au fonctionnement suivant la clé de répartition proposée par le conseil d'administration de la SCPT. Au-delà de ces déclarations livrées par le président de la délégation syndicale, ces agents et cadres de la SCPT sont venus exprimer leur soutien à la démarche initiée par leur syndicat. Qui a confisqué notre agent de code 243, il a confisqué les produits de fibres optiques. À maintes fois, la délégation syndicale était en contact avec lui. On voit clair. Nous exigeons la libération de notre agent pour qu'on nous paye. Parce que ça fait plus de 150 mois d'impaiement. On nous a fait voir que lorsque le fibre optique sera opérationnel, nous serons payés. À notre surprise, le fibre optique est opérationnel. Le Premier ministre va demander de localiser tout cet argent dans un compte séquestré. Il n'y a rien de spécial qu'on va vous dire encore. Nous, on attend que la mort. Mais comment voulez-vous un ministre vous traitez avec les syndicalistes, vous signez, oui, je me porte garant, je vais amener votre dossier à mes responsables. Maintenant, vous commencez à écrire comme des lettres à la poste et vous restez assis pendant une semaine, 1 mois, 2 mois. Pour faire parvenir le message au ministre des tutelles, ces manifestants ont utilisé des moyens qu'ils maîtrisent mieux. Cette situation a des conséquences néfastes dans leur vie active. Voilà pourquoi ils ont prié Dieu pour que leur prière soit exaucée. La délégation syndicale refuse toute négociation avec le ministre et promet de revenir chaque jour pour revendiquer leurs droits. Et voilà qui termine cette édition d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous et bonne suite de programmes sur la télé républicaine Télé 7. Au revoir.
Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.